Ça y est, nous sommes à la mi-saison déjà, et oui, ça passe vite et en même temps, c'est déjà difficile de se souvenir de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors, on ressort d'un double header Autriche-Grande-Bretagne, mais je vais évidemment inclure le Grand Prix du Canada puisqu'on n'en a pas vraiment parlé, à part peut-être un petit peu en live, notamment sur l'action entre George Russell et Max Verstappen sous safety car. Car oui, je sais que vous avez peut-être un petit peu oublié ce genre de choses. Bande de petits poissons rouges. Bref, force est de constater que malgré la mi-saison atteinte, on a des tendances qui se dégagent, mais comme d'habitude, elles changent, elles évoluent, et ce pour notre plus grand plaisir, et ça maintient quand même un joli suspense. C'est donc l'heure de reprendre une photo sur la dynamique de la saison 2025 de Formule 1. Bienvenue dans Overcut, le débrief qui se décale en stratégie et qui prend du recul sur les Grands Prix de Formule 1. Bon alors avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai regardé un petit peu vos réactions sur l'onglet post sur YouTube. Alors vous aviez eu le Rip Marmotte du virage 8 qui a malheureusement quitté ce monde en endommageant malencontreusement du coup le plancher de Lewis Hamilton. Alors le Britannique perdait d'ailleurs pas loin de 0,5, 5 dixièmes donc au tour, ce qui fait beaucoup et explique pourquoi il était si loin du rythme de Charles Leclerc au Grand Prix du Canada. Et puis pour le Grand Prix d'Autriche, vous aviez retenu évidemment que l'on était à la saison 7, épisode 11 du problème de la deuxième Red Bull, aussi complexe à résoudre que le problème à 3 corps. Je vais pas aller plus loin, je sais pas quoi vous dire de plus sur Tsunoda, etc. Donc je pense pas qu'on en parlera là dans cette vidéo, mais dans une prochaine. Et puis pour ce GP de Grande-Bretagne, évidemment, tout le monde a retenu le podium de Nico Hülkenberg en partant tout de même de la P19 sur la grille, et ça fait plaisir. Et c'est surtout pour ce genre de moment que moi, personnellement, je regarde la Formule 1. Alors évidemment, on va plonger dans pas mal de sujets, mais je vous fais un rapide rappel de ce qui s'est passé, comme ça tout le monde est un peu au courant. Alors au Canada, on a vu la première pole position de George Russell cette année, avec notamment des températures plus fraîches qui correspondaient à la Mercedes et peut-être aussi une typologie de circuit qui lui correspondait un peu plus. McLaren était un petit peu plus en difficulté et ça s'est soldé par un accrochage qui a mis hors course Lando Norris. On a vu le premier podium de Kimi Antonelli et une action litigieuse sous safety car entre Verstappen et Russell. Alonso, Hülkenberg, Ocon et Sainz ont marqué des points alors que Albon a abandonné sur un problème mécanique. En Autriche, les McLaren devaient être un petit peu mieux qu'au Canada. Finalement, elles ont mis une volée insensée au reste de la grille par de fortes températures en piste. Verstappen s'est fait sortir par Kimi Antonelli au virage 3 au départ. Mercedes a eu du mal par ses fortes chaleurs et donc Ferrari a émergé en deuxième force du plateau, loin derrière les McLaren qui se sont pris au jeu de la bataille en piste pour notre plus grand plaisir. Victoire donc de Lando Norris devant Piastri et Leclerc. Lawson sort le meilleur des autres. Bortoleto nous fait une Q3 et rentre dans les points le dimanche avec un combat contre Alonso en fin de course. Hülkenberg marque encore une fois des points, tout comme Esteban Ocon qui arrive à hisser sa Haas dans le top 10. Et à noter donc le double abandon des Williams. Enfin à Silverstone, vous l'avez probablement vu, vous l'avez encore en mémoire relativement fraîche entre guillemets. Victoire de Lando Norris devant Piastri qui a pris une pénalité pour conduite erratique sous safety car. Troisième Hülkenberg qui a maintenu l'écart avec Lewis Hamilton. Verstappen est parti en tête à queue tout seul à la relance de la safety car. Gasly a hissé son tracteur en Q3 et a même marqué les points de la P6. C'est un exploit. Autre exploit, Lance Stroll sort de nulle part pour marquer des points devant Albon, Alonso et Russell qui a tenté le pari de mettre les slicks à la fin du tour de formation. C'était pas le bon pari, mais c'était un pari quand même. Voilà le petit récap. Maintenant, je vous propose de plonger un petit peu plus dans le détail du pourquoi du comment les Sauber sont aussi performantes. Le premier sujet que je voulais aborder, c'est forcément la remontée des Sauber au classement. Alors sur un ou deux grands prix, on peut parler peut-être de coup de chance ou d'alignement de planète, ce genre de choses. Sauf que là, la bonne forme, elle se confirme depuis l'Espagne, donc soit depuis 4 ou 5 grands prix. Alors je vous le rappelle, en Espagne, Hülkenberg fait un départ absolument monstrueux et passe de la P15 à la P6, puis hérite de la P5 suite à la pénalité de Verstappen. Sauf que au Canada, ça part 11e et ça arrive à progresser jusqu'à la P8. Autriche, Hülkenberg part bon dernier pour finir la course à la P9. Silverstone, ça part de la P19 pour finir P3. Il se passe un truc. Alors, je m'attarde juste 2 secondes sur ce petit podium, petite larmichette quand même aux yeux, parce que c'est un pilote qui mérite ce podium. Enfin, il met fin à cette statistique du plus grand nombre de grands prix sans podium.
Donc voilà, ça fait du bien. On en avait parlé l'année dernière dans une vidéo. C'est clairement le pilote dont Audi avait besoin pour construire un projet sérieux. Il apporte de l'expérience, mais aussi de la vitesse. Il a un véritable esprit d'équipe. Et quand je vois la complicité qu'ils ont entre Hülkenberg justement et Bortoleto, ça fait vraiment plaisir à voir. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je trouve que la diffusion internationale nous a beaucoup montré Lando Norris, qui a certes gagné sur ses terres. Je conçois que ce soit très émotionnel pour lui et tout le pays, mais j'avais un peu la haine de ne pas profiter plus de cette première avec Nico Hülkenberg, parce que si on doit attendre 250 Grands Prix avant qu'il remonte sur un podium, c'est chiant. Lando Norris, il va regagner des courses, peut-être même Silverstone, je sais pas, mais Hülkenberg quoi. Merde. Bon alors, je m'attendais aussi à ce que les pilotes McLaren jouent un petit peu plus avec Hülkenberg sur le podium, mais ils ont fait un peu comme si c'était normal et je trouve ça un poil dommage parce que encore une fois, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais c'est juste un ressenti et je me suis rattrapé sur les réseaux sociaux de toute manière après. Bon alors, à chaque fois, Sauber, ils ont marqué des points, même s'il y a une inconstance en ce qui concerne l'exercice de la qualification. Ça veut dire qu'il y a quand même une parfaite exécution les dimanches de Grand Prix, les bons calls stratégiques, les bons arrêts au stand, bref, ils maximisent ce qu'ils ont sous la main et prennent toutes les opportunités dès qu'il y en a une qui se présente. Alors, ceci étant dit, ce dimanche à Silverstone, Hülkenberg a fait quasiment tous les calls stratégiques pour le choix des pneus et allait souvent à l'encontre de ce que proposait l'équipe. Alors, c'est pas que l'équipe est mauvaise ou que Hülkenberg est absolument génial, c'est plutôt que derrière, ça propose des choix. Et l'équipe laisse Hülkenberg faire parler son expérience, surtout dans ces conditions très particulières. Derrière, en fait, ça veut dire qu'il y a de la réflexion et donc les choix sont plus sensés plutôt que des choix un peu imposés. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne communication entre tout le monde. Pas vrai, Ferrari. Bon alors ceci étant dit, vous allez me demander, mais alors d'où vient cette forme incroyable où les Sauber et même Hülkenberg ont marqué plus de points que Red Bull sur les 3 derniers Grands Prix? Quand même, hein, la stat est folle. On a des améliorations qui ont été apportées donc en Espagne. On attendait une confirmation car le Grand Prix d'Espagne, ça restait tout de même un peu circonstanciel pour Hülkenberg, mais ça sentait quand même plutôt bon parce que généralement si la voiture marche bien à Barcelone, elle marche bien à peu près partout, ou en tout cas sur à peu près tous les circuits. Et donc, après le Canada, l'Autriche et maintenant Silverstone, dans des conditions qui sont toutes assez différentes, fraîches, un peu plus chaud, pluie, etc. Ils tiennent une bonne voiture. Alors ok, les améliorations sont la matérialisation concrète d'un gain de performance, mais pour amener ce gain sur la piste, il faut des process, une culture et une intelligence collective qui soient fortes et qui n'étaient pas présentes chez Sauber depuis 2 ans, si c'est pas plus. Et donc aujourd'hui, ça paraît être le cas avec Mattia Binotto et Jonathan Whitley qui sont à la tête du projet et dont les rôles sont quand même bien déterminés, contrairement à avant et la guerre politique qu'on a eue en interne entre justement Audi et Andreas Seidl qui était le team principal à l'époque. Alors Jonathan Whitley est arrivé de chez Red Bull, il sait comment on gagne et Binotto a eu le temps d'observer aussi l'équipe depuis qu'il a pris ses fonctions. Et il fallait améliorer la communication et les process par des manières relativement simples et directes en ce qui concerne par exemple la préparation de week-ends de course, etc. Alors l'effet direct, c'est qu'il marque des points, valide des processus qui fonctionnent et surtout tout le monde dans l'équipe gagne en confiance et donc avance dans la bonne direction. Ils vont faire des erreurs, mais ce sera plus des erreurs de résultats que des erreurs de moyens, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ils vont tenter des choses, mais ils savent pourquoi ils vont tenter certaines choses. Ça marchera pas, au lieu de faire quelque chose et de se planter dans la manière de le faire. Bref, donc du coup, ça a scoré comme jamais depuis 4 Grands Prix. Ça prend donc au soir de Silverstone la P6 du championnat, rien que ça, et ça se retrouve à 18 points de Williams. Ils prennent donc le dessus sur Aston Martin et Racing Bulls, qui ont été assez solides tout de même depuis le début de la saison. Ils n'ont pas eu d'énormes creux, entre guillemets. Je vous le disais la dernière fois que Sauber était finalement la meilleure alliée de Williams au championnat pour empêcher Aston Martin et Racing Bull de revenir sur l'équipe britannique. Et ça a été le cas, vu le trou d'air qu'a pris Williams sur ces 3 Grands Prix là. Leurs rivaux directs ont très peu progressé alors qu'il y avait un vrai coup à faire et finalement ça a été Sauber qui a repris tous ses points. Bon alors maintenant ce n'est plus le cas évidemment, mais même si Williams a toujours un petit matelas confortable, faut pas s'endormir sur le bébé comme on dit. Et donc les meilleurs alliés de Williams aujourd'hui sont les Alpines qui sont encore très loin derrière et qui aimerait bien recoller un petit peu au peloton. Donc si Alpine marque des points, ça aidera Williams à éponger entre guillemets ou à empêcher ses adversaires directs de remonter. Alors j'en parle maintenant, mais on refera une vidéo sur le projet Audi vers septembre ou octobre je pense, mais il y a une chose qui commence vraiment à me plaire dans ce projet, c'est que l'équipe commence à avoir les armes humaines et structurelles pour faire face à peu près tout. En fait, peu importe la voiture, qu'elle soit bonne ou mauvaise, s'ils arrivent à conserver cette manière d'exécuter les week-ends de Grand Prix, non seulement ils vont saisir des opportunités,
Mais en plus de ça, le momentum, comme on dit, apportera un petit plus pour faire progresser la voiture. Et en fait, en 2026, alors c'est pas tant une question de qui aura tout faux ou qui aura tout juste, ça sera le cas pour certains, ce sera plus de qui arrivera à progresser le plus. Parce qu'en fait, tout le monde va partir d'une base, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais derrière, il va falloir progresser. Et justement, pour progresser, il faut une organisation ultra solide sur les processus, la communication et la culture d'entreprise. C'est exactement ce qui est en train d'être mis en place, en tout cas chez Sauber, mais c'est aussi le cas chez Williams et chez Aston Martin notamment. C'est moins le cas chez Alpine, a priori. Bon alors je sais, j'ai pas parlé de Gabriel Bortoleto juste avant, donc je me rattrape ici justement. Enfin, le Brésilien a marqué ses premiers points en Grand Prix, c'était en Autriche lors d'un très bon week-end avec une très bonne exécution et même une jolie bataille avec Fernando Alonso en fin de course. Alors c'est aussi la preuve que les améliorations marchent sur les deux voitures et qu'il n'y a pas un pilote qui arrive mieux à piloter la voiture que l'autre, comme c'est problématique, ou en tout cas la problématique chez Red Bull par exemple. Donc c'est positif. Maintenant, Bortoleto manque de constance globalement sur cette saison. On est dans les Grands Prix européens, donc des circuits qu'il connaît mieux que les Grands Prix de début de saison. Et ça va mieux, mais ça reste quand même assez fragile. Alors, la voiture, elle reste quand même pointilleuse à piloter, mine de rien. À Silverstone, il se met dehors en FP3 avec un gros snap dans les rapides de Maggots Beckett-Chapel, probablement avec un coup de vent, je crois. Et en course, sur des conditions changeantes, forcément, il se reprend un snap qu'il l'envoie hors course entre le virage 1 et 2, je crois, sur une partie humide et tout. Donc bon, ce sont des erreurs de rookie, rien de trop grave, mais il en fait quand même pas mal depuis le début de la saison comparé à d'autres peut-être. Maintenant qu'on a la confirmation que la Sauber est plutôt une bonne voiture sur tout type de circuit et tout type de conditions, j'allais dire, il doit être capable de nous montrer le talent qu'il a. De mon côté, ce sera avec pas mal d'attention que je regarderai les prochains Grands Prix et j'avoue que je vais commencer un petit peu à l'attendre au tournant. Entre guillemets, j'attends pas de le voir sur un podium, non, mais je veux voir plus de grands prix comme l'Autriche et je veux voir de la progression dans son apprentissage comme on a vu chez Isaac Hadjar par exemple. Alors évidemment, c'est pas simple d'être un rookie en Formule 1 de base, mais sur des saisons aussi longues, forcément, il arrive un moment où il peut y avoir un petit coup de fatigue, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. Le rythme, il est quand même assez soutenu, parfois le rythme, il est aussi haché, donc construire une saison, entre guillemets, gérer les hauts, gérer les bas, etc. Ça vient avec la pratique et c'est pas du tout facile pour un rookie. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est justement dans ce ventre un peu mou où les vacances d'été vont quand même faire du bien à tout le monde. Aux rookies en règle générale, ça va leur permettre de un peu redescendre. Et quand on regarde ces 3 derniers Grands Prix, que ce soit Hadjar, Berman, Antonelli ou encore Colapinto et même Lawson, ça reste difficile. Alors typiquement, Isaac, il est dans un ventre mou depuis l'Espagne, mais ça s'explique. Alors, il a eu des dégâts sur le fond plat en Autriche, ce qui lui a compromis sa course. Au Canada, il a souffert de graining et pas forcément d'une bonne stratégie. Donc ça, pareil, ça le met un petit peu en deçà. Et à Silverstone, la visibilité exécrable des conditions de piste l'a envoyé dans le diffuseur d'Antonelli pour fracasser sa voiture à l'extérieur de Copse. Donc fin du game. La voiture a un peu plus de mal en qualif par rapport à avant, ou du moins les autres arrivent à sortir des gros tours, que ce soit les Sauber ou des Gasly qui sortent des folies. Donc il manque peut-être une petite upgrade pour amener un peu plus de performance et de recoller devant. C'est aussi une question de tout aligner parfaitement et malgré le talent des équipes et des pilotes, c'est pas possible de le faire continuellement sur 24 Grands Prix. Alors je me permets simplement de souligner la superbe course de Liam Lawson quand même en Autriche, 6e, voilà, c'est ultra fort. Maintenant, il faut pouvoir construire là-dessus. Il n'a pas eu de chance sur un 3 de front au départ à Silverstone où Ocon a pris en sandwich, n'a rien pu faire et l'a envoyé au tas. Donc bon, c'est comme ça. Mais maintenant, il va falloir essayer de construire sur ce momentum entre guillemets de l'Autriche. Alors j'en profite aussi pour parler d'Oli Berman qui échoue à la porte des points sur les 3 Grands Prix, P11 à chaque fois. Au final, j'ai l'impression qu'il est là où doit être la voiture sans faire beaucoup plus. Alors Ocon, par stratégie, arrive à aller chercher des points sur ce triple header entre guillemets, mais c'est quand même en tirant un peu sur la corde quoi. Alors malheureusement les deux se sont accrochés à Silverstone sur une mésentente et peut-être que c'est là qu'ils perdent les points du Grand Prix. Ils ont testé des améliorations à Silverstone, donc affaire à suivre pour voir si la voiture gommera une partie des défauts qu'elle peut avoir et qu'elle trouve un petit peu plus de performance pour aller un petit peu plus devant. Et puis parmi les 4 abandons en 6 courses, Kimi Antonelli est quand même monté sur le podium au Canada, protégé par la prise de bec entre Lando Norris et Oscar Piastri notamment. Ça fait plaisir dans ce nuage de pas de chance, parce que si on compte Imola casse moteur, Monaco P18 avec une stratégie des 2 arrêts au stand compliquée, moteur en Espagne, Canada P3, Autriche
erreur d'appréciation, crash avec Verstappen. Grande-Bretagne, il se fait rentrer dedans, il abandonne et bon bah il peut pas faire autrement, donc pas beaucoup de chance. Et il faut quand même le souligner, l'erreur d'appréciation est un petit peu grossière au Red Bull Ring. Il voulait maintenir sa position à ce moment-là et au moment de taper dans les freins, il en a peut-être mis un petit peu trop, il a bloqué l'arrière et derrière bah, il a dû faire une manœuvre d'évitement puisqu'il a dû relâcher un peu les freins pour pas trop bloquer et partir en tête à queue. Et donc voilà, c'est dommage. Est-ce qu'il faut lui tomber dessus pour autant? Je pense pas, non, ça peut arriver, encore plus à des rookies. Mais bon, bah des erreurs comme ça, faut pas la refaire. Bon alors, je termine mon petit tour des rookies, entre guillemets, par Colapinto. L'équipe a tenté de lui d'être au moins autant performant que Jack Doohan, en plus de ramener des sponsors à l'équipe. Et force est de constater que ça fonctionne pas bien, mais à chaque fois, pour des raisons différentes. Alors au Canada, la lecture des pneus était difficile pour tout le monde, et donc ils ont choisi une mauvaise stratégie, et ça fait un peu effet boule de neige dans le mauvais sens. En Autriche, il se fait sortir par un Yuki Tsunoda un peu trop optimiste, puis il fait pas attention à Piastri pendant que lui il était en bataille, donc forcément il se prend 10 secondes de pénalité et c'est un peu chiant. Et Silverstone, malheureusement il prend pas le départ avec un problème de boîte de vitesse a priori parce que ils n'arrivaient pas à partir. Pourtant la voiture est pas aussi catastrophique qu'on le pense, et justement on va en parler. Je suis un peu obligé, c'était un peu un choix, soit je parlais de Williams, soit je parlais d'Alpine, mais un peu obligé de parler d'Alpine en termes de performance cette fois-ci. Et on le disait en début de saison pour Sauber aussi, l'écurie qui est dernière du classement constructeur ne reflète pas forcément sa performance pure, mais plutôt sa constance ou sa régularité, ou ici dans ce cas plutôt son inconstance et son irrégularité. Parce qu'en fait, Pierre Gasly, il est capable un week-end sur deux de mettre la voiture soit en Q3, soit de se faire sortir salement en Q1. Et en performance pure, l'Alpine, elle est pas si catastrophique, même s'il lui en manque un peu à gauche, à droite, etc. Il manque de la vitesse de pointe au Canada, ce qui est un peu problématique sur un circuit comme le Canada où c'est de la vitesse de pointe. En Autriche, Gasly a pris des dégâts sur le plancher de la voiture, donc on l'a vu dégringoler au fur et à mesure de la course alors qu'il était quand même plutôt bien parti. Et en Grande-Bretagne, ça partait vraiment pas bien pour le week-end et finalement il arrive à faire une Q3 dont on sait où et une P6 à l'arrivée avec du rythme, des bons calls stratégiques, bref du bon travail, bref de la circonstance entre guillemets. Mais bon, aujourd'hui chez Alpine, le plus gros problème reste l'exécution des week-ends et la stratégie, et c'est là d'où ressort en tout cas l'irrégularité de l'écurie. Faut dire que c'est complexe ces derniers mois. On a eu le départ d'Oliver Hawks qui est retourné chez Hightech au moment où son frère a été mis en examen par la justice britannique. On a eu le départ surprise de Luca De Meo de manière complètement inattendue. Et enfin, à la rentrée, on va avoir un énième team principal pour soulager Flavio Briatore dans le travail quotidien à Enstone, parce qu'il a autre chose à faire, Flavio Briatore. C'est pas que ça, son rôle. Donc forcément, la marque et l'écurie ne savent pas trop où ça va, toute cette histoire. Et donc, c'est difficile de garder un bon état d'esprit pour aller de l'avant et progresser. Pour 2026, le meilleur allié de Pierre Gasly, finalement, c'est peut-être un moteur Mercedes ultra performance qui efface les possibles lacunes d'un châssis un peu pourri, par exemple, pour se repropulser sur le devant de la scène du marché des transferts. Mais il va falloir quitter le navire au plus vite parce que ça sent pas bon quoi, c'est urgent. Alors pareil, je sais pas combien de temps Colapinto va garder ce baquet Alpine, mais ça parlait de Bottas, ça parlait de Mick Schumacher, peut-être même de Perez, histoire de tester et surtout de pouvoir recoller au classement des constructeurs. Mais bon, pareil, le marché des transferts, il va commencer à s'animer un petit peu cet été, donc affaire à suivre. Bon, depuis le début de la saison, on est tous un peu à cran de savoir quand est-ce que ça va péter entre Norris et Piastri, mais genre vraiment pour de bon quoi. Quand est-ce qu'il va y avoir un vrai déclencheur? Un peu comme entre Rosberg et Hamilton si vous préférez au début de l'ère hybride. On veut voir de la bagarre sur la piste bien évidemment, mais en vrai on n'est pas contre en voir un petit peu en dehors quoi. Au sein de McLaren. Et Norris disait en interview que ce n'était pas une question de s'ils allaient aller au contact, mais plutôt une question de quand ils allaient aller au contact, Piastri et lui, car au fur et à mesure que la saison avance, le championnat se joue de plus en plus et la pression monte de plus en plus. Alors forcément, au Canada, les McLaren étaient un petit peu en retrait avec des températures un peu plus fraîches et donc les petits points à aller chercher devenaient tout aussi impératifs. Dans les derniers tours de course, Norris remonte avec des pneus un poil plus frais que ceux de Piastri qui lui bloquent sur la Mercedes de Antonelli. Et puis Norris décide de passer à l'attaque à la board du premier virage par la gauche pour se positionner à l'intérieur dans un espace que Piastri était en train de refermer. Contact aux allures de Canada 2011 entre Button et Hamilton. Évidemment, Norris casse son aileron avant, met sa voiture dans le mur et puis abandonne pendant que Piastri continue. Alors,
Lando Norris, c'est un bon pilote qui a une vraie vitesse de pointe. Il peut avoir parfois des petites faiblesses sur le plan mental, mais c'est pas ce qui le caractérise le plus pour moi aujourd'hui. Il manque, je trouve, d'agressivité dans ses combats rapprochés. Alors, la formule facile, c'est de dire que il est trop gentil et beaucoup disent ça. Mais j'ai l'impression que personne explique pourquoi, ou du moins comment il est trop gentil. Tout le monde dit mais il est trop gentil. Super, merci, et donc pourquoi? Alors du coup, je vais me tenter une explication, parce que c'est intéressant tout de même. Dans ces combats rapprochés, Norris joue honnête, beau jeu, il joue sur de bons positionnements en piste, mais j'ai l'impression que la plupart de ses attaques ou de ses défenses sont trop basiques et relativement faciles à lire pour que son adversaire, entre guillemets, trouve une solution pour pouvoir dépasser. Alors au Canada, Norris se décale tard en espérant surprendre son adversaire pour se placer à l'intérieur au freinage du virage 1. En vrai, logique. Sauf que c'est une attaque très basique, logiquement Piastri va défendre cet espace-là, Norris tente quand même, et puis c'est la cata. Je crois qu'on n'a jamais vu un Lando Norris faire des feintes pour amener son adversaire à regarder plus son rétroviseur que la piste et à le faire vaciller sur les freins. À Imola, je ne sais plus sur quel pilote il met du temps à passer, mais il me semble que c'est Alexander Albon, vous me corrigerez dans les commentaires, mais pareil, il joue que sur trouver l'ouverture lui et pas mettre en défaut son adversaire par ruse, feinte et intimidation pour obliger son adversaire à créer une ouverture pour que lui y aille. Alors ces attaques, c'est propre, c'est beau, pourquoi pas, hein, mais ça manque de chien, ça manque d'un petit truc où on se dit « Ah, là, il a pris un risque ». On abordera cette question, quoi qu'il arrive, de l'art de l'attaque et de la défense de Norris parce que je trouve que c'est un sujet qui est quand même très intéressant où il y a pas mal de choses à dire et de choses à analyser. Bon alors, je reviens au Canada. Norris reconnaît tout de suite à la radio qu'il a fait une erreur d'appréciation et que c'est sa faute. Fin de l'histoire. Tout va bien entre les deux hommes et l'équipe. J'ai envie de dire presque malheureusement. Ah non, mais moi, je vous le dis, je suis là pour le spectacle, j'attends du drama entre les deux, voir un Verstappen en remettre une petite couche et un Russell ou un Leclerc pas loin, histoire de rigoler, quoi. Bon alors, derrière arrive l'Autriche, et cette fois-ci, on a notre première bataille sur autant de tours entre les deux McLaren qui satellisent la concurrence pour le coup. Alors, l'Autriche donne pas 15 000 manières d'être un peu créatif dans les attaques ou dans les défenses, mais c'est un circuit où défendre est particulièrement difficile parce que vous avez 3 zones DRS, des gros freinages, donc autant de chances d'avoir votre adversaire qui vient vous faire les freins et choisir un côté ou l'autre. Donc il va falloir pouvoir être parfait sur les freins pour vous laisser une marge entre guillemets de croiser votre adversaire qui va arriver comme un boulet de canon, tout en poussant suffisamment votre freinage pour un peu obliger votre adversaire à tirer tout droit pour que justement vous puissiez croiser. Alors c'est ce qu'arrive un peu à faire Lando Norris face à Oscar Piastri quand il se fait attaquer la première fois, notamment au virage 3, Piastri passe, freine milieu de piste et en fait Norris va aller recroiser bien comme il faut pour reprendre le dessus et l'intérieur sur le virage 4. Alors ça reste classique, mais dans ce cas précis, il y a de la construction, il y a de la projection que en fait pour reprendre sa place de leader, il doit être devant à la porte du virage 5, quoi qu'il arrive. Et donc en sortie de virage 3, il prend le DRS et le referme avant le freinage du virage 4 pour garder Piastri à sa hauteur et pas lui passer devant nettement pour que au freinage ce soit intelligent et qu'il puisse prendre l'intérieur comme il fait. Bref, c'est nickel de la part de Lando Norris. Là, il y a une vraie construction et c'est top. En revanche, j'ai un petit doute sur le virage 5, il ferme pas beaucoup la porte, il s'expose quand même à un risque, même s'il sait qu'il a le capital, le pneu pour emmener de la vitesse par l'extérieur et garder l'avantage. Donc pour la première fois, j'ai vu un Lando Norris plus tactique dans ses manœuvres, plus intelligent sur son placement et sur la manière dont son adversaire pouvait l'attaquer. Il cherchait pas bêtement à défendre, il anticipait les prochains virages, etc. Il paniquait pas, donc vraiment top. Norris a quand même fait des erreurs en course sur ce Grand Prix d'Autriche dans les 2 derniers virages et a permis à Piastri d'avoir le choix d'attaquer au virage 1, mais lui a préféré relâcher et essayer d'attendre le virage 3. Problème, c'est que Norris est sorti parfaitement du virage 1 et a mis une distance à Piastri et il n'a pas été en mesure de porter une attaque suffisante pour passer. Alors au final, Piastri a légèrement dépassé les limites imposées par McLaren en ratant un freinage au virage 4 et il était à 2 doigts d'envoyer Norris en tête à queue. Donc ça s'est calmé par la suite, mais pour une fois, Piastri n'avait pas l'avantage net. Alors il arrivait à faire un peu plus que ce qu'il pouvait entre guillemets, mais il en demandait un peu trop à sa voiture et j'ai l'impression que cette posture-là, je crois pas que Norris en soit capable d'aller un petit peu plus au-delà, d'aller au-delà de la limite. Alors à Silverstone, ça a été une autre histoire et on va revenir sur ce problème de safety car, mais dans les résultats, Norris revient sur Piastri au championnat avec ses 2 victoires consécutives. Ces 2 victoires font du bien à Norris, je les trouve, moi personnellement, un poil faiblarde quand même, mais si ça lui permet de construire une confiance pour aller plus loin et faire moins d'erreurs et gagner plus,
Tant mieux, c'est ce qu'il faut, c'est le résultat qui compte à la fin. Alors on le voit, Norris demande beaucoup d'aide à son ingénieur. Là-dessus, pareil, je trouve qu'il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, il sait ce qu'il veut, il sait ce dont il a besoin. Il a besoin de certaines informations qu'il n'a pas pour affiner justement son pilotage et anticiper ce qui arrive. Il y gagnerait à bosser peut-être un peu plus la communication avec son ingénieur pour qu'il ait les informations avant de devoir les demander. Alors de l'autre côté, on a un Piastri toujours aussi calme, mais plus agressif quand même que Norris, que ce soit en piste ou à la radio. Il joue tous les coups possibles qu'il a sous la main et ça je trouve ça méga impressionnant. Parce que quand même, faut qu'on en parle, le culot de demander à son équipe de si vous m'avez défendu pour l'histoire de la safety car, là ça veut dire que la victoire devrait être pour moi, donc laissez-nous nous battre avec Norris, laissez-moi passer et puis derrière on joue la victoire. Alors cette radio elle résume à quel point il est prêt à tout pour gagner. Alors je vais vous dire, mais j'attends avec une énorme impatience les prochains Grands Prix un peu difficiles où les deux vont se battre parce que j'ai jamais vu un pilote aussi jeune faire preuve d'autant de roublardise et de ruse en tout genre. Vraiment, Piastri, c'est sa 3e saison. J'ai jamais vu un jeune pilote aussi complet. Mais il est complet sur tous les aspects. Stratégique, positionnement en piste, rythme de course, vitesse de pointe, roublardise dans la radio, machin, truc, etc. Il a une vision stratégique de la course incroyable. Il a encore évidemment quelques défauts, mais je suis sans voix. Sans voix. Alors je trouve que Piastri est chirurgical, précis, il n'y a pas un coup pour rien, tout est millimétré. Là où Lando Norris est beaucoup plus dans l'esprit de la beauté du sport, si vous préférez. Mais tout ça, on en reparlera dans une vidéo dédiée, ne vous inquiétez pas. Norris est donc revenu à 8 points d'écart, tout est encore à jouer. Ils ont la marge nécessaire pour se battre que tous les deux. En fait, McLaren a une bonne marge pour se permettre de les laisser se battre pour notre plus grand plaisir, ce qui n'était pas le cas au début de l'année. Là, maintenant, ça va, c'est bon, on n'est pas trop mal. Et la vraie prouesse, ce sera d'être le plus juste avec ces deux pilotes et de ne pas provoquer en tout cas ce sentiment d'injustice, que ce soit chez l'un ou chez l'autre. En parlant d'injustice, Norris est capable, je trouve, de beaucoup l'absorber. Je pense à la Hongrie l'année dernière, à quelques autres épisodes. Piastri, en revanche, j'ai l'impression qu'il laissera à rien passer et se défendra coûte que coûte. Bon, et ça avait fait parler pendant des jours le coup de la safety car au Canada pour qu'on en reparle quelques semaines plus tard à Silverstone. Et une fois de plus, certains peuvent dire que la FIA s'est tiré une balle dans le pied ou presque, et je suis pas tant d'accord. Alors souvenez-vous, au Canada, Russell était en tête et suite au crash de Norris, la safety car est intervenue. Russell se plaignait de sa lenteur et le faisait savoir en revenant très proche de Bernd Maylander. Verstappen n'était pas loin et lui aussi ça le saoulait de pas rouler suffisamment vite. Et puis Russell a freiné brusquement, brutalement, et Verstappen l'a dépassé sans le vouloir. Alors ça avait dégénéré en jeu politique par radio interposée à la destination de la FIA et on avait eu la confirmation du vainqueur 5 heures plus tard, il me semble, puisque il y avait eu une réclamation des deux parties en mode oui, il tente de faire ça, lui il tente de faire ça. Alors on peut interpréter la manœuvre de Russell de toutes les manières. Vous pouvez lire le document de protestation sur le site de la FIA que je vous mets ici. Vous pouvez vous faire votre propre avis. Dans tous les cas, le résultat c'est qu'on a perdu du temps et de l'énergie sur un problème qui ne devait pas en être un de base. Alors j'ai lu ça et là que Russell devait respecter un delta et que c'est pour ça qu'il a freiné, etc. Alors je sais pas où vous avez lu ça, ni qui vous a dit ça, mais ça figure pas sur les arguments avancé par Mercedes. Il n'y a pas de delta lorsque vous êtes directement dans la queue de la safety car. Vous avez un delta pour rejoindre la queue de la safety car, mais autrement, une fois que vous êtes derrière la safety car, il n'y a pas de delta. Alors, est-ce qu'il a fait exprès de mettre un coup de frein pour provoquer une pénalité chez Verstappen? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'au vu du nombre de fois que Russell prend la radio pour rapporter des fautes des autres pilotes sur plein de Grands Prix, je trouve que c'est pas impossible qu'il ait pensé à faire la même chose à ce moment-là. Alors, ce qui m'énerve le plus, c'est le fait de pouvoir avoir recours à ce genre de jeu où vous remettez le sort finalement d'un événement de course que vous provoquez un petit peu indirectement entre les mains des commissaires. Ça casse le spectacle, c'est pas nécessaire, ça fait chier tout le monde. Et ça vous fait passer pour des gamins un peu pourri gâté quoi. Bref, ni Russell ni Verstappen n'ont écopé d'une quelconque pénalité. Je trouve pas le freinage de Russell très sécuritaire, mais on est sous safety car et au vu de l'allure, il faut pouvoir garder de la température dans les freins et dans les pneus. Donc ces freinages sont relativement communs. Je trouve pas qu'il y ait une conduite particulièrement erratique de son côté. Voilà. Et donc du coup, on en vient à Silverstone et cette pénalité de 10 secondes pour un fait relativement similaire, mais tout de même différent pour Oscar Piastri. Les feux de la voiture de sécurité s'éteignent et donc le rythme imposé au peloton est automatiquement transféré au leader du paquet, à savoir Oscar Piastri. Sauf que à ce moment-là, et encore une fois pour garder de la température dans les freins et les pneus,
Piastri avait accéléré juste avant que la lumière de la safety car s'éteigne, mettant une distance à Max Verstappen avant de refreiner 2 fois plus fort que Russell, faisant chuter sa vitesse de plus de 150 km/h pour se retrouver à 50 km/h et quelques en piste. Alors le problème, c'est que de cette manière-là, il a créé un accordéon immédiatement. Les autres, accélérant d'un coup sec, pensaient que la course avait peut-être pris puisque la visibilité était assez mauvaise et c'est assez compliqué de voir ce qu'il y a devant. Derrière, les autres pilotes ont pilé, se sont décalés en plusieurs lignes et Verstappen, lui, est passé devant. Hülkenberg, non, c'était qui? C'était Tsunoda ou Berman, je crois, qui a dû mettre 2 roues dans l'herbe pour éviter un contact. Et je vous le rappelle, on est sur une piste humide, donc l'adhérence est précaire, les pneus et les freins sont pas forcément dans la fenêtre parfaite de température, donc c'est chaud. Ou froid du coup. Pour tout ce que je viens de vous dire, et surtout pour un freinage jugé trop fort et donc erratique, Oscar Piastri s'est fait pénaliser. Il a créé un accordéon qui est dangereux pour l'entièreté du peloton, dont la plupart des pilotes ont dû faire une manœuvre d'évitement en freinant aussi fort une fois que la safety car avait éteint ses lumières. Donc le fait qu'il soit pénalisé, je suis d'accord avec ça. Est-ce que 10 secondes c'est trop ou pas assez? Oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est peut-être un peu trop. Le problème, et je vous le répète depuis des années, mais on n'a pas trouvé de meilleur système, c'est que c'est infliger des secondes de pénalité. Je trouve que c'est pas la bonne méthode, mais est-ce qu'il y en a une meilleure pour l'instant? Non. Ça casse la course, ça casse le spectacle. Et comme on n'est pas dans un sport où on n'a que 2 adversaires et où c'est un peu facile, entre guillemets, de rééquilibrer justement un avantage injuste ou de pénaliser une faute en faveur de l'adversaire, on ne peut pas le faire pour les 19 autres pilotes sur la grille. Et on ne peut pas le faire non plus parce que on n'a pas d'arrêt de jeu, à part si on met un drapeau rouge ou ce genre de choses. Donc oui, George Russell ne crée pas un accordéon avec son freinage, peut-être plus avec Max Verstappen. Et non, son freinage n'est pas spécialement erratique parce qu'il n'est pas ultra puissant, malgré que Verstappen, encore une fois, le dépasse. Je dirais que c'est plus sournois qu'autre chose et donc c'est pas spécialement pénalisable, même si de mon côté, je les aurais convoqués les deux en leur disant que ce serait peut-être temps d'arrêter de faire les gamins dans ce genre de circonstances. Et oui, Piastri crée un accordéon dont l'effet est amplifié par son freinage, des conditions de piste et une visibilité mauvaise, ce qui est dangereux non pas juste pour Verstappen, mais aussi pour les autres pilotes dans le paquet, à l'abord d'une relance de course. Alors, ça me la coûte de l'admettre, mais je suis désolé, la FIA a bien jugé les 2 incidents pour le coup, même si on peut débattre de la sévérité de la pénalité de Piastri, comme d'habitude. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, on termine avec quelques rumeurs du paddock, parce que oui, ça fait longtemps que je parle là quand même. Verstappen chez Mercedes à la place de George Russell et un possible départ de Fred Vasseur de chez Ferrari. Alors Verstappen, ou du moins son entourage proche, évidemment, serait rentré en contact avec Toto Wolff pour discuter d'un possible transfert et même certains médias rapportent une signature déjà paraffé entre guillemets sur un contrat. Alors il n'y a rien de très étonnant quand on regarde ce que devient Red Bull petit à petit. Alors je dirais même, ça me paraît assez normal que Toto Wolff ou même d'autres teams principales et le clan Verstappen discutent malgré la renégociation de contrat de George Russell. Si c'était pas le cas, le clan Verstappen tout comme Toto Wolff ne ferait tout simplement pas correctement leur travail pour le coup. Donc je trouve pas ça surprenant. On vous prépare justement une vidéo sur le sujet de pourquoi Verstappen en arrive là entre guillemets, mais il semblerait que contractuellement il ait des clauses de sortie possible si Red Bull n'atteint pas certaines places au championnat avant l'été, je crois, que ce soit au constructeur ou au pilote pour Verstappen, et ce même si le contrat de Verstappen court jusqu'en, c'est quoi, 2027 ou 2028 de mémoire. Au final, tout cela part d'assez loin, il y a toute une histoire à vous raconter, mais aujourd'hui, la seule chose que l'on peut affirmer, c'est que oui, Verstappen, ou en tout cas le clan Verstappen, discute avec Mercedes. Est-ce qu'il a signé un contrat? A priori pas pour le moment. Est-ce que Russell doit regarder ailleurs? Oui, s'il ne veut pas se retrouver sur la touche. On sent aussi un Verstappen qui est frustré de l'écosystème de la Formule 1, en particulier l'écosystème médiatique surtout, avec des journalistes qui deviennent leur propre caricature. Et son exutoire a toujours été le GT. Alors, 4 options. Soit il reste chez Red Bull comme c'était prévu, soit il va chez Mercedes, soit il prend une année sabbatique en attendant de voir les forces en présence en 2026, soit il part définitivement de la Formule 1 pour aller rouler ailleurs, en GT, en WEC, ce que vous voulez, et retrouver le plaisir de piloter. Tout ça, on va en reparler en vidéo, évidemment. Bon, pour ce qui concerne Fred Vasseur, tout a éclaté avec la presse italienne il y a quelques semaines, et la presse italienne a toujours été très critique envers Ferrari et celui qui était à sa tête. Alors Vasseur a un contrat de 3 ans avec la Scuderia, et donc ce contrat se termine en fin d'année. Ferrari était à un dépassement de prendre le titre mondial des constructeurs en 2024, et la forme actuelle de l'équipe les place 2e au championnat.
je trouve plus par circonstance des Mercedes et de Verstappen qui sous-performent que d'une forme régulière des Ferrari. Alors, attention, il y a quand même du mieux chez Ferrari, mais il y a toujours des problèmes, voire des problèmes presque mystérieux, comme le dit Charles Leclerc, qui préfère ne pas trop en parler. Le problème dans tout cela, c'est que tout le monde se concentre aujourd'hui sur leurs résultats en 2025 chez Ferrari, et du coup, on a un peu plus de mal avec cette équipe à se projeter sur 2026. Et quand on voit que le top management de Ferrari ne prend pas la défense de Fred Vasseur dans les médias, c'est qu'il y a peut-être anguille sous roche. Alors, 3 ans pour amener Ferrari au top, c'est sympa, mais c'est court. Il y avait besoin de changer la culture d'entreprise, d'améliorer les process dans cette institution où on a toujours fait d'une manière et pas d'une autre, peut-être par fierté, par ego entre guillemets. Bref, seul l'avenir nous le dira, mais quand la presse italienne commence à se mêler des affaires de la Scuderia, ça sent pas très bon. Il ne faudrait pas que, en plus des 9 autres écuries à battre tous les dimanches, il y ait en plus de ça la presse italienne qui arrive comme adversaire. Et là, ça foutrait un petit peu plus le bordel et ça va pas aller dans le bon sens. Alors heureusement, les autres teams principaux viennent prendre la défense de Fred Vasseur, que ce soit Zak Brown, que ce soit Christian Horner, mais je crois qu'il y a aussi ses pilotes. Il me semble que Lewis Hamilton a eu quelques mots sympathiques pour lui. Bref, je ne sais pas si par exemple Hamilton aura son mot à dire pour faire rester Fred Vasseur, si jamais il est vraiment sur la sellette, mais... Encore une fois, ce serait bien qu'il y ait un peu de stabilité à long terme. C'est ce qu'il manque depuis le départ de Jean Todt de toute manière chez Ferrari et c'est un peu dommage. Bref, de toute manière, ce sujet, on va le réaborder dans une vidéo plus globale sur Ferrari en 2025. Donc voilà, ça fait beaucoup de vidéos à faire, vous notez, je pense, donc vous inquiétez pas, on bosse dessus. Voilà, c'est la fin de cet overcut. J'attends vos commentaires sur ce que j'ai abordé, mais aussi j'attends vos compléments parce que j'ai pas pu aborder tous les pilotes et toutes les écuries. Je pense notamment à Williams qui est dans un nuage de turbulences sans nom par exemple. Donc je compte sur vous évidemment en commentaire pour donner vos analyses vis-à-vis de la Formule 1 tout simplement jusqu'à présent. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur YouTube. Il y en a un paquet qui vont arriver comme d'habitude. On se retrouve aussi en stream sur Twitch pour papoter de la Formule 1 et du sport auto et même rouler en sim racing parce que je m'y suis remis. Et ça fait du bien. Bref, sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et donc, il y a plein de trucs à dire encore. Là, la vidéo sur Norris et Piastri va peut-être arriver plus vite. Tellement de trucs à faire. Va falloir qu'on fasse tout en stream finalement. Des pieds au plus, les gars.